C'est quoi le leadership pour vous? Je sais que ça arrête le rythme, mais c'est juste pour avoir votre retour sur le leadership. Comment vous définirez le leadership? Donc, il y a quelqu'un qui dit leader, c'est motivateur. Ensuite, on me dit excellente communication et écoute active. Très bien, c'est des bonnes définitions. Est-ce que d'autres personnes ont également euh, des définitions de leader? C'est quoi le leadership pour vous? Un modèle qui inspire les autres et les tire vers le haut. Très bien, très bien. Donc, celui qui donne le cap. Très bien. Donc, un modèle, celui qui donne le cap, celui qui inspire, celui qui a une excellente à l'idée, une équipe, une société dans un projet. Très bien. Le leadership, c'est l'art d'aider son entourage à devenir des personnes, ce qu'ils veulent devenir, l'art de motiver les autres. Très bien. Merci déjà pour votre interaction. Ça permet de voir à peu près comment vous appréhendez le leadership. Mais très concrètement, il y a quelque chose d'hyper intéressant dans ce que vous venez de faire, dans l'exercice que vous venez de faire. En fait, il n'y a pas deux personnes qui ont donné la même définition. Tout le monde a une approche complètement différente du leadership. Et je pense qu'on est bien parti, ça nous permettra d'avancer pour voir comment je vais vous la présenter. Ça va intégrer tout ce que vous avez dit, mais sans forcément les nommer exactement comme vous l'avez fait. D'abord, par rapport au leadership, lorsque je concevais ce module il y a quelque temps, je me suis rendu compte que le leadership est appréhendé selon trois visières différentes, selon trois lunettes différentes, selon trois visions, selon trois approches complètement différentes. La première approche, c'est ce que j'appelle la théorie. La seconde approche, c'est ce que j'appelle l'approche entreprise. Les entreprises ont une approche du leadership. Et la troisième approche, l'approche de la société. Les trois ont une approche qui est complètement différente du leadership. Et donc, ce qui fait que la définition, les attentes, les rendus sont totalement différentes en fonction de quelle approche vous avez donnée. Tout à l'heure, lorsque vous avez donné la définition du leadership, chacun d'entre vous a pris un angle parmi ces trois. Ceux qui sont peut-être dans un mode entreprise vont donner une définition qui est très proche de ce que l'entreprise appelle leader, et ceux qui ne le sont pas vont donner plutôt une définition très proche de la théorie, ainsi de suite. En gros, dans les théories, on parle de qualité. Quand on parle de leader, on va vous parler de qualité. Il sait écouter, il a de l'empathie, ainsi de suite. Dans les entreprises, c'est les résultats et la position. Lorsque vous avez de bons résultats, vous serez considéré comme un leader. Lorsque vous montez en position, même si vous n'avez pas de bons résultats par ailleurs, vous allez être vu comme un leader dans la structure. Même si vous n'avez pas les qualités requises par la théorie. Et dans la société, c'est les résultats et le statut. Quel est le statut que vous occupez? Dans la société, on va vous parler de leader politique. Grâce à leur statut d'homme politique, tout simplement, l'inconscient des gens les nomme comme étant des leaders. Ou bien on va vous parler de leader religieux. Là également, grâce au statut, on va tout simplement attribuer le terme de leader aux gens. Chacun d'entre vous a pris un angle sans le savoir peut-être, mais un angle pour définir le leader. Très rapidement, un à un avant d'avancer. Quand on commence par la théorie, je vous dirais que pour la théorie, on regarde surtout les qualités. Aujourd'hui, on va vous dire le leadership ou le leader, c'est quelqu'un qui intègre, qui est stratège, qui écoute, qui est empathique, qui a de la persuasion, qui motive, ainsi de suite, ainsi de suite. La réalité, c'est que personne ne peut avoir tout ce qu'on vous donne comme définition théorique sur le leadership. Personne ne peut avoir toutes les qualités qu'on dit d'avoir sur le leadership. Ça n'existe pas à moins que vous ne soyez un saint, tout simplement. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, ça peut créer des frustrations. Il y a des gens qui, dans le cadre d'entreprise, par exemple, ils ont des résultats, mais n'ont pas ces qualités. Et ils peuvent, par exemple, se sentir toujours en manque de quelque chose, courir derrière quelque chose pour être leader. Et donc, la théorie, elle est assez vaste et élargie,
Et pour le savoir, il suffit de regarder par exemple sur le site de vente de livres en ligne, pardon, Amazon. Vous tapez leadership, vous allez trouver plus de 100 000 livres qui vont vous parler de leadership. Plus de 100 000 livres avec tous peut-être des angles différents. Chacun va utiliser son vécu, son expérience, sa société, sa culture pour vous donner une définition, encore une fois, théorique du leadership que vous risquez de ne jamais pouvoir atteindre. Et donc, c'est ce que j'appelle à chacun sa sauce. Et lorsque c'est comme ça, souvent le leadership devient comme une sorte de slogan et il perd de sa magie. Il y en a qui vont vous dire les 40 qualités d'un leader, d'autres vont vous dire les 58, je ne sais pas, caractéristiques d'un leader, ainsi de suite. Chacun va amener un nombre de qualités et les présenter comme étant des qualités de leader. Et donc, après, ça risque de devenir comme un slogan et ne pas avoir les résultats escomptés par l'individu. Donc ça, c'est vraiment la première approche, l'approche théorique. Lorsqu'on regarde l'approche de l'entreprise, dans une entreprise, comme je vous le disais, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder vos chiffres, on va regarder vos résultats, on va regarder vos progressions. Ou bien, dans certains cas, si vous êtes un beau parleur, il y a des gens qui atteignent des positions parce qu'ils savent mieux parler que d'autres qui sont beaucoup plus bons qu'eux, mais qui ne savent pas se vendre et tout simplement ne seront jamais vus comme leaders. Et donc, en entreprise, le terme est encore beaucoup plus biaisé, il est beaucoup plus nuancé, mais il est très, très identifiable par rapport à ce que vous allez produire autour de vous. C'est ce qui vous permet d'être perçu ou d'être vu comme un leader. Ou bien, tout simplement, comme je le disais au début, votre position. Si vous êtes directeur, si vous êtes manager, vous allez être pris comme leader. Par exemple, personnellement, dans l'une de mes anciennes expériences dans une grande entreprise, lorsque j'ai été recruté, au bout de quelques mois, au vu des résultats que j'ai eus, un jour j'ai reçu un mail qui me dit bonjour Maman, à partir d'aujourd'hui vous faites partie de la liste des leaders de l'entreprise. Et donc, est-ce que la personne a les qualités requises qui sont prédites ou qui sont proposées par la théorie? Personne ne vérifie. Est-ce que vous avez de l'écoute active? Personne ne va vérifier. Est-ce que vous êtes empathique? Peut-être pas. Il y a aujourd'hui des leaders qui détruisent tout autour d'eux. Et nous allons en parler tout de suite. Des leaders dont les équipes souffrent. Pourtant, ils ont leur statut de leader. Et donc, je suis en train de rappeler tout ça parce qu'à un moment, il faut que chacun voit quelle est l'approche de leader qu'il veut avoir autour de lui ou dans sa vie. Chacun va choisir et chacun est absolument libre de choisir exactement quel est l'angle de leadership qu'il veut dans sa vie. On va imposer à personne. Et donc, voilà pour ce qui est de l'entreprise. Pour ce qui est de la société, un leader, quelqu'un est perçu comme leader s'il a amené un changement positif, significatif et durable autour de lui. Lorsque vous êtes capable de le faire, je ne parle pas des leaders un peu qu'on donne de manière triviale lorsqu'on dit leader politique alors que la personne n'a rien fait de révolutionnaire dans son parcours politique. Je ne parle pas non plus de ceux qu'on appelle leaders religieux alors qu'ils n'ont rien fait de révolutionnaire pour leur société. Là, je parle de leaders qu'on n'oublie pas. Les personnes qui sont restées dans les mémoires collectives sont des leaders parce qu'ils ont amené un changement positif, significatif et durable. Ce sont les trois qui permettent d'être leader. Et dans ce registre, vous allez trouver des gens comme Thomas Sankara, vous allez trouver des gens comme Gandhi, vous allez trouver des gens comme le docteur Martin Luther King, Charles de Gaulle, ainsi de suite, Nelson Mandela, Thomas Edison, Abraham Lincoln, ainsi de suite. Donc, que vous les aimiez ou pas, que vous les considériez ou pas, ce sont des gens qui sont restés dans la mémoire collective parce qu'ils ont eu ces trois caractéristiques. Changement positif, significatif et durable. Ceux qui ont un changement positif mais qui n'a pas été durable, ils vont être très vite oubliés. Ils vont passer rapidement aux oubliettes. Et donc, dans la société, pour être leader, voilà comment il faut agir et voilà comment la société perçoit le leadership. Une fois qu'on a vu ça, j'ai envie de demander, et le bonheur dans tout ça? Parce que, rappelez-vous, nous, ce que nous voulons, c'est d'être leader sans déstabiliser la vie. Est-ce que dans les trois dimensions du leadership, il y a la notion de bonheur ou pas? Parce que globalement, les trois dimensions que je viens de vous présenter ont 4 points qu'on peut ressortir, qu'on peut souligner.
Le premier, ce sont les qualités pour ce qui est de l'approche théorique. Le deuxième, ce sont les statuts pour ce qui est de l'approche sociale. Les résultats et les statuts et la position pour ce qui est de l'approche entreprise. Et donc, voilà les points essentiels qui viennent. Mais est le bonheur dans tout ça? Est-ce que le simple fait d'avoir des résultats autour de moi, est-ce que ma vie est heureuse? Est-ce que le simple fait d'avoir une position d'être directeur, PDG ou responsable, est-ce que ça me rend heureux? Ainsi de suite. Et donc, je voulais faire cette parenthèse sur le bonheur avant de continuer très rapidement notre parcours du leadership une fois qu'on a compris déjà ces trois approches. Et je crois que autour de vous, peut-être que vous connaissez des gens qui sont très bien au travail, qui ont de très bons résultats, mais dont leur vie ressemble plutôt à ça. C'est pas une vie glorieuse. C'est une vie qui n'est pas équilibrée. Une vie où on s'entend pas avec la famille. On n'a pas d'amis. Peut-être que vous connaissez ces genres de personnes. Et donc, les résultats seuls, encore une fois, suffisent-ils à être un leader qui a une vie équilibrée? Je pense que chacun a déjà la réponse. La deuxième chose, peut-être que vous connaissez également des personnes qui ont une assurance en eux qui est tout simplement énorme. Par contre, au travail ou ailleurs, ils doutent d'eux-mêmes. Ou à contrario, des gens qui au travail, ils ont une assurance énorme, mais en famille, ils ne peuvent même pas planifier les prochaines vacances avec leur famille. Peut-être que vous connaissez aussi ces genres de personnes. Et donc là aussi, la position ou les résultats suffisent-ils réellement à être un leader qui a une vie équilibrée? Je voulais, pour illustrer cette partie très rapidement, vous parler de ce monsieur que vous connaissez tous, Steve Jobs. Steve Jobs a dit cette phrase: « Je suis désolé, absolument désolé, je me suis très mal comporté envers toi, je te suis redevable. » Jobs a prononcé cette phrase sur le lit de sa mort, lorsqu'il était sur le point de mourir. Et il l'a dit à sa fille qui s'appelle Lisa Brennan Jobs, qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Petites choses, dans lequel elle dit que Steve Jobs a été un vrai salaud, excusez-moi du terme, lorsqu'elle qualifiait son père. Pourtant, il a révolutionné le monde de l'informatique, de la téléphonie, avec notamment iPhone et puis en gros Apple. Et ici, il est perçu comme un leader charismatique, un leader respecté et respectable, mais même sa fille, il l'a reconnu lorsqu'elle était majeure. Il a abandonné sa fille et sa maman, donc, lorsqu'elle était née. Il avait 23 ans à l'époque. C'est vrai qu'il regardait que sa carrière. Donc, lui, il a regardé le leadership d'un seul œil, mais cela, imaginez le regret qu'il a senti sur le lit de sa mort. S'il était parti sans regret, on peut dire pourquoi pas. Tout le monde est libre de choisir de sacrifier sa famille. En fait, c'est votre choix. Mais au moins, il a des bons résultats. Mais non, sur le lit de sa mort, il a regretté énormément de choses qu'il a négligées. Il courait derrière les résultats. Sa fille dit qu'elle lui a pardonné, mais elle continue à garder l'amertume comme elle le dit. Et d'ailleurs, il y a le Dr. Wayne Dyer qui disait par exemple que personne ne s'en veut de ne pas être resté longtemps au boulot sur le lit de sa mort. Il n'y a personne qui est sur le lit de sa mort qui va se dire « Ah, j'aurais bien voulu être resté peut-être chaque jour, je ne sais pas, 20 heures au bureau et puis 0 heure pour ma famille. » Et donc, il y a cette notion d'équilibre souvent qui est perdue, même de la part des gens qui sont perçus comme des grands leaders, en tout cas dans leur domaine.